le docteur Germy et moi, avec le docteur Chapuis, de vous montrer le fonctionnement aussi de ce groupe développement durable. Parce que même si on a démarré il y a longtemps, en 2017, on commence à balbutier dans les couloirs, l'anesthésie était déjà en forte place avec Claire Chapuis. On a créé un groupe porté donc, par la CME et par la nouvelle direction. Franchement, ça a changé la donne. Et ce groupe, on a voulu qu'il soit efficace. Et pour être efficace, il faut qu'on puisse apprendre les uns des autres. Donc on a mis une charte de fonctionnement dans ce groupe où tout le monde a sa place, qu'on soit expert ou pas de l'empreinte carbone, qu'on ait des idées ou pas. Et il suffit pour venir nous rejoindre d'avoir envie de faire des choses. Et la première question, c'est pourquoi je peux faire des choses chez moi et pourquoi je ne peux pas les faire dans l'hôpital. Et ça suffit à intégrer un de nos groupes. Quand je dis qu'on intègre chacun le groupe à sa hauteur, c'est que ces réunions qu'on a ensemble, ce sont aussi des réunions de formation. On apprend les uns des autres, on ressort avec plus de données que quand on est rentré. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer maintenant avec les questions. Alors il y a beaucoup de questions qui reviennent très souvent sur la boîte développement durable, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc c'est celle qu'on a choisie pour aujourd'hui. On va faire appeler les experts et vous avez le choix. Soit on fait bloc par bloc, donc on démarre avec un bloc et toutes les questions passent. Soit on tourne sur les blocs parce que vous n'avez peut-être pas tous envie de tout entendre en même coup. Donc vous avez le choix. Alors option 1, c'est pas l'option préférée de Fabienne, je vous le dis de suite. C'est on éparpille les questions, sachant qu'on a un bloc dématérialisation et numérique responsable, on a un bloc opératoire, on a un bloc déchets et on a un bloc mobilité. Alors si vous voulez une question de chaque et on tourne de temps en temps, vous levez la main maintenant, sinon c'est Fabienne qui gagne. Eh bien Fabienne a gagné. On démarre avec le bloc 1 alors ou tu veux démarrer toi? Alors. Allô, bonjour. Donc moi je suis Fabienne Germy, anesthésiste en bloc maxillofacial CTQ, et puis effectivement impliquée dans le bloc opératoire au niveau du COPIL développement durable avec les pilotes qui vont venir aussi, Lydie, Claire, Monsieur Eric. Voilà, monsieur et Frédéric, c'est bon. Donc je vais peut-être commencer directement avec le bloc opératoire parce que c'est ce que je connais le mieux en fait. Donc vous voulez vous présenter Bonjour, moi je suis Claire Chapuis, je suis pharmacienne et j'ai une activité dédiée en pharmacie clinique au pôle d'anesthésie et réanimation. Ça fait longtemps en effet qu'on travaille avec les infirmiers anesthésistes et anesthésistes sur le développement durable, de conception des soins au bloc opératoire. C'est dans ce cadre-là qu'on a joint le COPIL. C'est vrai que dernièrement, ça a vraiment bien évolué. C'est vraiment une bonne chose. Sans vous, ça marche pas. Donc, je suis Lydie François, infirmière anesthésiste sur le bloc orthopédie également sur Michelot. Moi, je travaille essentiellement sur les gaz anesthésiques depuis ma sortie de diplôme en 2014, où j'avais produit un mémoire montrant en fait qu'on pouvait réduire notre impact environnemental en modifiant en fait nos pratiques en anesthésie. Et donc ce travail, je l'ai réalisé conjointement avec Claire Chapuis qui nous a accompagnés déjà sur notre mémoire. Et puis actuellement donc, sur ma pratique professionnelle avec le suivi encore des étudiants IAD dans leur mémoire depuis toutes ces années. Et puis également, j'ai oublié de préciser, également sur le tri des déchets avec Fabienne Germy, ce qui est important puisqu'on a mis en place pas mal de filières de recyclage sur le bloc opératoire. Et donc, Lydie ou Claire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui avait été fait au niveau du bloc justement pour baisser l'empreinte carbone et notamment au niveau des gaz anesthésiques, avec un petit rappel éventuellement de leur pouvoir polluant et de ce qu'on a pu mettre en place. Donc en fait, le plus fort impact environnemental en anesthésie est lié à l'utilisation des gaz anesthésiques. On les utilise notamment pour l'entretien de l'anesthésie générale. On utilise notamment le sévoflurane ainsi que le desflurane. Et malheureusement, ces gaz finissent rejetés en fait, dans l'atmosphère. Il n'y a pas de filtre à la sortie des circuits d'évacuation. Donc ils sont invisibles, ils ne dorment, mais malgré tout très polluants, puisqu'ils participent au réchauffement climatique en émettant des gaz à effet de serre.
pour évaluer en fait le réchauffement potentiel d'un gaz à effet de serre, on utilise une unité de mesure qui est le pouvoir de réchauffement global. Comme référence, on a le CO2, qui a un pouvoir de réchauffement global sur 100 ans qui est égal à 1. Et si on s'intéresse de plus près à nos gaz anesthésiques, on a donc le sévoflurane, qui a une durée de vie dans l'atmosphère de 1,6 ans et qui a un pouvoir de réchauffement global à 100 ans qui est de 130. Et par contre, le desflurane, notre autre gaz d'anesthésie, qui a une durée de vie dans l'atmosphère de 10 ans, a un pouvoir de réchauffement global à 100 ans qui est de 2540, donc 2540 fois plus que le CO2. Donc c'est sur ce gaz qu'on a essentiellement travaillé afin de limiter notre impact environnemental. Donc, depuis 2014, on a sensibilisé nos équipes d'anesthésie dans leur pratique à limiter l'impact environnemental de l'utilisation du desflurane, donc en modifiant les pratiques, notamment la gestion du débit de gaz frais sur nos respirateurs. En baissant en fait notre débit de gaz frais, on peut limiter cet impact. On a également la Société française d'anesthésie et réanimation qui a du coup produit des fiches pratiques pour réduire en fait la pollution des gaz anesthésiques. Donc tous ces éléments nous permettent nous permettent de réduire notre impact environnemental. Et nous, sur le CHU de Grenoble, on a en plus fait retirer sur certains secteurs les tubes de desflurane afin de faire encore descendre les consommations de ce gaz qui est extrêmement polluant. Donc là, depuis 2014, on a réussi à diviser par 10 les consommations de desflurane, l'impact environnemental annuel du desflurane, qui était en 2014 de 2233 tonnes équivalent CO2 et qu'on a réduit à 212 tonnes d'équivalent CO2 par an en 2022. On a augmenté tout de même les consommations de sévoflurane, mais l'impact environnemental est moins important vu qu'il soit moins polluant. Et ça représente en fait 15 tonnes d'équivalent CO2 par an supplémentaire par rapport aux chiffres qu'on avait en 2014. Donc, au total, sur 8 ans, on a épargné à peu près 9000 tonnes d'équivalent CO2 par an, 9000 tonnes d'équivalent CO2 sur 8 ans dans l'atmosphère, grâce aux modifications de pratiques en fait, des équipes d'anesthésie. Donc ça c'est bien pour l'anesthésie, donc effectivement on a beaucoup travaillé là sur la réduction des gaz et donc on a une belle réduction de la pollution. Par contre on a aussi on a un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote, vous connaissez probablement, nommé habituellement le gaz hilarant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a été fait sur le protoxyde d'azote? Donc, le protoxyde d'azote, on l'utilise aussi en anesthésie pour ses propriétés analgésiques. Au niveau écologique, il a une durée de vie dans l'atmosphère de 114 ans et il est également responsable de la destruction d'ozone. Donc, depuis quelques années, en fait, on constate que le protoxyde d'azote n'est quasiment plus utilisé en anesthésie adulte, en tout cas sur le CHU de Grenoble. On a donc réalisé en fait un questionnaire auprès de nos professionnels en anesthésie afin de connaître un petit peu de recenser en tout cas leurs pratiques. Sans surprise, sur l'hôpital couple-enfant, on sait que le protoxyde d'azote est encore couramment utilisé, notamment pour la pose de voies veineuses périphériques chez l'enfant, ainsi qu'en coinduction avec le sévoflurane, puisqu'on fait l'anesthésie en administrant le gaz au masque aux enfants. Mais par contre, sur l'hôpital Sud et sur l'hôpital Michalon, il reste très rarement utilisé, voire très peu utilisé. Et il y a quelques cas recensés où c'est à la demande chirurgicale, mais bon, c'est vraiment rare. Donc, on a souhaité mener un projet d'arrêt du protoxyde d'azote sur l'hôpital Michalon et l'hôpital Sud. Donc, pour cela, on a dû recréer donc, une commission des gaz au niveau du CHU afin de valider en fait, au niveau institutionnel ce projet. Et la commission a été créée en décembre 2022. Et en juin 2023, on a ainsi pu faire couper les vannes d'arrivée de protoxyde d'azote minéral sur l'hôpital Michalon et l'hôpital Sud. En substitution, on a mis en place au niveau des blocs des bouteilles de Calinox qu'on a disposées dans les salles de réveil et sur lesquelles on a fait adapter des valves à la demande qui permettent en fait d'administrer le Calinox en limitant en fait les fuites. C'est un peu le même système qu'un détendeur sur les bouteilles de plongée. Du coup, le patient
reçoit en fait du gaz seulement à l'inspiration, alors qu'on utilisait plus traditionnellement, on va dire, des petits ballons avec un débit continu et qui provoque d'énormes fuites au niveau des locaux et au niveau environnemental. Donc avec cet arrêt du protoxyde mural, on devrait réduire en tout cas de 1500 tonnes équivalent CO2 par an. Donc l'impact environnemental en tout cas sur l'hôpital. Oui, il y a une question. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Une petite question par rapport au Manuel François. Je suis kinéorthésiste et je travaille en chirurgie de la main et des brûlés depuis quelques années. Et dans les services, justement, je vois toujours des bouteilles de protoxyde d'azote. On est un service qui en consomme relativement régulièrement pour des pansements, notamment, qui sont extrêmement douloureux chez des gens qu'on ne veut pas anesthésier complètement. La question, c'est est-ce que vous avez une idée de la consommation dans les services qui consomment toujours du protoxyde d'azote avec ces fameux masques non sélectifs, nous dirons, par rapport à la consommation qui est effectuée au bloc opératoire? Je vous remercie. Je crois qu'on peut dire que c'est une très bonne question. Effectivement, les valves à la demande sont commandées, été commandées pour certains services. Les services d'urgence en sont équipés. En pédiatrie, c'est un peu plus compliqué de les utiliser sur les enfants puisque ce n'est pas compatible avec les enfants en bas âge. Mais il ne faut pas oublier que le Calinox peut être administré seulement sous prescription médicale et qu'il y a quand même une pollution qui est liée donc à ce protoxyde d'azote, mais qui a également des conséquences sur la santé avec des effets neurologiques graves qui ont été recensés, également effets tératogènes auprès des femmes enceintes du premier trimestre, donc qui n'est pas à négliger. Et pour ça, j'invite vraiment les gens à consulter les procédures du CHU concernant l'utilisation du protoxyde d'azote. Oui. Il y avait eu un travail, je précise, par la pharmacie justement, qui avait sorti les consommations et c'était les urgences pédiatriques qui en consomment le plus. C'est eux les premiers consommateurs de bouteilles de méopare. C'est vrai qu'on nous l'a fait beaucoup prescrire, le Calinox, il faut être juste. On nous a beaucoup offert ça comme la solution de rapidité, de grand confort pour le patient. On a une difficulté quand même, c'est que comme on ne voit pas nos fenêtres, on a une tube d'évacuation dans le couloir et au début de la vie, ça reste plus d'un siècle. C'est pour ça que quand on est le médecin à côté, le soignant à côté, on a beaucoup de nausées, des vomissements et des migraines. C'est parce qu'il y a des fuites au masque. Donc je ne peux qu'encourager tout le monde à arrêter, en tous les cas chez l'adulte, le Calinox au masque, qui risque une carence en B12 immédiate avec une élite, mais il y a des formations hypnose. Et l'hypnose a montré sa supériorité par rapport au Calinox. Et l'hypnose, ça s'apprend rapidement et on fait une induction extrêmement rapide et efficace. On peut s'en passer. Bonjour, moi je suis infirmier en endoscopie, donc on utilise aussi beaucoup le Calinox en vigile. Que l'hypnose c'est une bonne chose, mais l'hypnose elle nécessite juste beaucoup plus de temps de préparation. En tout cas, des infirmiers du service qui ont les formations, c'est pas le même temps. Quand un geste endoscopique doit se faire en une demi-heure, ça complique un peu l'affaire quand on a des passages de demi-heure. Par contre, est-ce qu'on peut commander ces valves sélectives pour un service et à qui il faut s'adresser si jamais on a l'intention de les commander? Une très bonne question. Je pense que de toute façon, dans les bonnes pratiques et le bon usage, si on veut accompagner ça, il va falloir que les services qui en utilisent les commandent. La seule difficulté jusqu'à présent, c'est que c'est des valves qui sont assez chères. Je crois qu'elle va à peu près 500 € la valve. Donc, et puis il y a un entretien quand même aussi à faire avec. Elle se commande auprès de la DAE. Après, juste une info aussi, c'est que nous, on avait réfléchi sur des masques de réalité virtuelle quand on ne maîtrise pas l'hypnose et qu'effectivement, on n'a pas forcément de valve à la demande, mais je pense qu'il faut qu'on aille vers un mix entre ces valves et le déterminement de la tension, ça marche aussi très bien. Les casques de réalité virtuelle, c'est aussi très cher, mais ça peut être une solution. Je crois qu'ils l'avaient testé à l'UAV, unité d'abord vasculaire, et qu'ils en étaient très contents. Et comme d'habitude, je vous laisse la parole à une autre question. J'avais une
pour rebondir par rapport aux deux interventions, moi je suis dermatologue, donc pareil, on utilise classiquement le Néopa pour des plaies douloureuses, etc. Parce qu'effectivement, nous, à une époque où on avait les soucis aussi des morphiniques d'action rapide, etc., c'est quand même pratique. Donc ma question c'est, et même si l'hypnose, ça pourrait être une façon d'abord... Oui, mais c'est, moi, l'équipe dermato, ils n'arrivent pas à les former. Hein. Je veux dire, à un moment où il n'y a pas assez de monde et puis ça demande du temps, il faut être pratico-pratique par rapport à la réalité. Et même si on se dit qu'on accompagne pour l'avenir le fait qu'il y ait plus de gens qui fassent de l'hypnose ou qu'on ait des casques de réalité virtuelle, qu'on puisse aussi se partager, parce que parfois les plaies, elles peuvent se retrouver, les plaies douloureuses, dans un lit d'hospitalisation en médecine interne. Donc je trouve que c'est moi j'entends que voilà, il faut qu'on arrive peut-être à arrêter ces utilisations, ou en tout cas à bien diminuer. Il faudrait accompagner ça, parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez compliqué. Donc juste ce sujet-là me paraît un sujet transversal et avec des enjeux importants qu'on pourrait peut-être accompagner différemment avec tous les gens qui sont... C'est un sujet qu'on a mis au CRUD, entre autres. Parce que vous avez 3 niveaux de formation en hypnose. Donc l'hôpital, pour l'instant, tout le monde va très facilement au niveau 1, qui est l'induction hypnotique suggestive par la parole, qui n'est pas la mise en hypnose profonde. Il y a des niveaux 2 et des niveaux 3, donc c'est 5 jours de formation. Et à la fin, on peut. Mais c'est vrai qu'il faut dégager un temps de soignant pour les 5 jours et vous avez un plan de formation un an à l'avance, etc. Mais je redis quand même que ce Calinox qui est dans les couloirs engendre des migraines, des effets secondaires qui sont notables et ça a été bien relevé par la médecine du travail chez tout le monde, c'est pas rien. Oui, justement, moi je travaille en réanimation pédiatrique et effectivement, en réa, on nous a informés sur les risques, donc on utilise de moins en moins. Du coup, pourquoi pas, ça n'a pas été étendu à l'hôpital couple-enfant d'arrêter le protoxyde d'azote déjà. Et je pense que ça passe aussi par le fait de former les gens et de leur dire qu'il y a d'autres solutions. En fait. Parce qu'effectivement, si on dit juste on arrête le NO, enfin le protoxyde d'azote, mais par exemple, effectivement, aux urgences pédiatriques où ils connaissent que ça, c'est leur premier réflexe. C'est facile en fait. Dès qu'on a un truc facile à faire. Oui, il faut proposer quelque chose à côté, effectivement, si on veut que ça marche. C'est bien pour ça qu'on a ramené la question au CRUD, parce que c'est le CRUD qui offre les formations. L'axe de formation, il existe, c'est Anna Roger qui l'a porté. Il existe et il est là. On constate qu'en effet, il est peu utilisé et ça fait quand même 2 ans que tout le monde va voir le CRUD en disant CRUD, il faut déjà que vous appreniez à utiliser bien le masque pour éviter les fuites, il faut restreindre l'usage. On en revient à l'éco-prescription. C'est ultra facile, donc c'est ultra utilisé. Mais en effet, il faut libérer les gens pour qu'ils aillent à la formation hypnose. Une fois qu'on sait faire l'hypnose, on met quelqu'un d'hypnose très vite. C'est plus facile que de sortir la bonbonne, du placard, de brancher, etc. Ça va beaucoup mieux. Alors, on me dit qu'il faut qu'on avance un petit peu. Donc, on continue. Est-ce qu'on finit avec le groupe 3 Claire, au niveau de la pharmacie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous aviez mis en place, notamment sur le gaspillage des médicaments, par exemple? Oui, alors quand on est au bloc opératoire, mais d'abord on a mis en place des dotations de médicaments bien définies avec des qui sont gérés dans des armoires pharmacie sécurisées, et qui sont gérés par des préparatrices en pharmacie de l'Arsenal. Donc ça c'est la première chose. Donc en fait on révise régulièrement ces dotations pour éviter les périnées. Après bien sûr il y a quand même des périnées, parce que les médicaments on doit avoir l'adrénaline, obligé d'avoir des périnées rapidement. Voilà, enfin on a quand même cette action-là. On encourage aussi à faire des retours, ça c'est dans toutes les unités, des retours de médicaments quand ils ne sont pas utilisés pour pouvoir nous les reventiler dans des unités consommatrices avant qu'ils périment. Une chose. Et puis ensuite on a travaillé avec les élèves en anesthésiste, notamment pour évaluer justement ce gaspillage dans les blocs opératoires. Donc, on a fait des audits pour mettre en évidence que certains médicaments comme l'éphédrine par exemple ont été préparés et jeté dans 60% des cas sur l'ensemble de tous les blocs. Donc ça nous fait aussi des données et des pistes pour s'améliorer. Donc par exemple, on a référencé les seringues pré-remplies, donc comme ça va éviter aux infirmiers de les préparer à l'avance et de les jeter et de les utiliser uniquement en fait. On avait déjà ça sur l'atropine.
Voilà. Et puis en plus, après, il va falloir réfléchir un peu plus sur, pour éviter le gaspillage, quels sont les médicaments qu'on doit absolument avoir à portée de main, ou ceux qu'on peut se permettre de préparer que si il y a vraiment besoin. Et ça, on rejoint les recos de l'ASPAR sur l'impact environnemental de l'anesthésie qui recommande d'éviter en fait les préparations à l'avance sur les médicaments. Voilà. Et puis enfin le CHU a mis en place les filières d'élimination dans des médicaments. Donc on a 4 sauts principalement. Il y en a qui sont très connus, c'est les sauts périmés, les sauts cytotoxiques. D'ailleurs j'ai fait un peu formol dans la présentation. Et puis les sauts de verre médical. Et enfin celui qu'on a eu en dernier là, c'est la filière de médicaments liquides qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Et justement, si on a le temps, peut-être juste une petite minute, il y a nos élèves infirmiers anesthésistes avec Lydie qui ont fait une petite vidéo pour expliquer, en fait, communiquer sur le besoin d'utiliser ces filières. C'est juste une petite musique. C'est vrai que ça va dépendre. Donc ça, c'est un travail des élèves infirmiers anesthésistes, et ça va peut-être nous permettre d'enchaîner avec les déchets, par exemple. Ça se lit bien. Donc au niveau du groupe déchets, donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on a comme filière de tri, par exemple, sur l'hôpital? Alors déjà, je vais me présenter, je suis Frédéric Monchi, je suis le responsable du secteur logistique, et depuis l'année 2023, j'ai intégré la filière déchets au sein de mes activités. Là où avant je la connaissais finalement qu'en aval. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir la filière dans sa globalité, avant et puis après, en sortie. Et donc pour revenir sur les filières de déchets, aujourd'hui au CHU de Grenoble, on a 26 filières de déchets. Principalement celles que vous connaissez, les tasseries, les DAOM, les déchets ordures ménagères. On va avoir le linge, le papier, les cartons, et puis des filières qu'on connaît moins. On va avoir les pacemakers, on va avoir les lames de laryngos, on va avoir les médicaments périmés, on en a parlé tout à l'heure, le verre médical et les biodéchets, notamment sur la CF. Ces filières, elles sont déployées quasiment partout. La filière aujourd'hui sur laquelle on est le plus sollicité, c'est le papier. Alors après, il faut bien comprendre, on en parlait en préambule, on a un problème structurel, on a un problème de place. Aujourd'hui, on a beaucoup de filières qui sont développées, mais c'est encore pas suffisant. Il va falloir qu'on en développe encore plus, mais on a un problème de place aujourd'hui, et nos équipes logistiques, donc mes équipes tournent énormément tout au long de la journée pour aller enlever les bacs qui sont pleins, pour pouvoir mettre des bacs qui soient vides. Donc c'est pour ça qu'on est assez contraint aujourd'hui en termes de multiplicité de filières, puisqu'on a de place. Donc ça nous oblige à nous réorganiser. Mais par exemple, les filières qui fonctionnent bien, la filière du verre médical, où via la société Impact, on a un formulaire qui existe et où on peut avoir des enlèvements qui sont quotidiens, par exemple chez Michalon, ou qui sont moins sur les pavillons. On a également le verre alimentaire, où là, effectivement, on a des colonnes qui sont installées à l'extérieur du CHU en pourtour, et certains services qui ont fait des démarches un peu plus poussées, qui disposent également de filières à l'intérieur de l'établissement. Et puis enfin, on a les cartouches d'encre, ça va parler à tout le monde, ou via l'IREGRO, on a une filière qui est existante avec un enlèvement de cartouches dès que les containers sont pleins. Et on a beaucoup de mails qui nous demandent pour le tri des plastiques. Est-ce que ce serait... Oui, alors les plastiques, et puis après, il y a une question. Les plastiques, il faut savoir qu'on n'a pas juste une filière plastique qu'on peut connaître à son domicile. On a
énormément de filières plastiques et la difficulté, c'est d'arriver à les revaloriser. Revaloriser, c'est compliqué, oui et non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des volumes qui soient importants pour que ça puisse être intéressant. Donc, effectivement, il y a un gros travail à faire sur le plastique et c'est à mettre en parallèle avec nos problèmes de place. Alors, deux petites questions. On a présenté un projet, on voulait dans notre service notamment recycler le plastique. En fait, il n'y a pas d'évacuation en aval à l'heure actuelle. Donc nous, ça représente quand même, puisqu'on fait aussi du bloc opératoire, plus de 70% du volume de déchets qu'on a. Et que je voulais savoir, moi je suis venu notamment et j'ai communiqué avec plusieurs membres pour justement rejoindre les groupes de travail, et notamment sur les déchets, parce que je pense qu'au sein du CHU, on est vraiment en retard à comparer d'autres, même CH que je suis allé visiter dernièrement, où ils en sont même jusqu'à trier le plastique de tout ce qui est usage unique, papier, plastique, deux poubelles séparées, que nous, il n'y a pas du tout ces deux filières. Nous, on a essayé de mettre en place, si ce n'est que pour l'instant, le seul plastique, c'est Impact Environnement qui le gère, mais c'est du plastique à risque pour qu'il soit retraité et éliminé après. Donc, je voulais savoir. Et ma deuxième question, c'est vous recyclez les lames de laryngoscope pour les anesthésistes. Nous, on a énormément de métal aussi, de fils guides, de choses qui sont en métal, alors plus ou moins plastifiées autour. Est-ce que c'est envisagé dans l'avenir de recycler tout ça? Parce qu'on a aussi, je cite un exemple tout simple, mais nos plaques qui servent pour les bistouris électriques, qui ont notamment beaucoup de cuivre à l'intérieur, sachant que le cuivre, à l'heure actuelle, du moins, est particulièrement recherché dans le recyclage. Oui, alors effectivement, c'est des questions qui sont très intéressantes, hein, on travaille activement dessus. Il faut savoir qu'on travaille, alors on regarde comment les autres hôpitaux fonctionnent autour de nous. On a par exemple le CHU Clermont-Ferrand qui est très en avance sur le tri des déchets. Là où aujourd'hui, je vous disais, on a 26 filières, ils sont à plus de 50. Donc on est en lien avec eux pour essayer de comprendre comment ils ont pu mettre ça en place, essayer de nous adapter. Encore une fois, comme je l'expliquais, et comme on le sait, les hôpitaux sont tous différents les uns des autres. Donc on va essayer de s'adapter et essayer de gagner du temps sur ce qu'ils ont réussi à mettre en place. Et on a l'objectif effectivement pour aller plus loin sur les métaux, sur le plastique également. Donc ça, c'est vraiment des choses. On travaille activement sur ces filières qu'on va pouvoir ajouter sans dégrader les filières existantes. Comme vous l'expliquiez, on génère énormément de volume de déchets et pour autant, il faut évacuer très régulièrement pour ne pas mettre en difficulté les services. Et du coup, ça demande des rotations qui sont régulières. À titre indicatif, aujourd'hui, on a, vous parlez de l'hôpital Michelon qui est un gros bâtiment, on a jusqu'à 6 rotations par jour d'évacuation des filières qui sont le déchet, les dasseries et les cartons. Si demain on doit mettre d'autres filières, ce qu'on va attendre, ça veut dire qu'on va devoir démultiplier le nombre de rotations. Alors là, pas forcément, parce que si vous prenez, nous, notre évacuation, mais c'est dans les services aussi, puisque je travaille aussi au 7e, il y a des services d'hospice, si vous diminuez les DMAO en termes de volume, vous avez la place pour une poubelle plastique, et sur la même rotation, vous enlevez les deux. Si ce n'est que pour l'instant, comme il n'y a pas d'élimination de plastique, alors, il y a plus de turnover de DMAO. Comme je le précisais, ce sera plusieurs filières plastiques. Ce qui veut dire que c'est plusieurs petits contenants. Après, on en est vraiment sur du mètre carré, sur du contenant. On ne va pas pouvoir mettre un gros bac plastique. On va mettre de multiples bacs plastiques avec toutes les contraintes logistiques, humaines qu'il va pouvoir mettre en place. Ouais, après, si vous prenez un petit peu ce qui se fait ailleurs, et le CHU de Toulouse aussi est énormément en avance, ils n'ont qu'une filière plastique. C'est après leurs prestataires qui gèrent en aval ce qu'il en est du tri de ça se met là, ça se met là. Effectivement, on travaille également avec Toulouse. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant que je suis notamment venu. Ouais. Effectivement, on a encore beaucoup à faire aujourd'hui pour pouvoir se mettre à hauteur de l'établissement qui sont en avance. J'ai une autre question ici. Vous avez prononcé énormément de filières plastiques. Vous pouvez un peu développer qu'est-ce qu'il peut y avoir un peu? C'est aussi important que ça. Première question. Oui. Deuxième question, si je peux me permettre de revenir sur les gaz. À l'instar du protoxyde d'azote, les gaz anesthésiques, là, notamment ceux qui sont les plus impactants, ils ont été, comment dire, c'était optimisé, c'était encore une histoire de fuite, des choses comme ça, ou ça a été remplacé par d'autres procédés avec service médical rendu équivalent?
On va peut-être répondre déjà au plastique, et puis pour les gaz, peut-être on vous voit après, monsieur. C'est ça. Sera plus simple. Alors, là, pour les plastiques, effectivement, je ne vais pas vous en citer énormément, mais pour avoir creusé la question, je me suis posé la même question que vous. Comme je vous ai dit, ça fait quelques semaines que je travaille sur l'activité. Donc, la question que je me suis posée, c'est pourquoi je n'arrive pas à trier le plastique comme je le fais à la maison, par exemple, à mon domicile. Et mon prestataire m'a dit effectivement, aujourd'hui, vous ne générez pas suffisamment de volume plastique pour qu'on puisse arriver à le revaloriser. Et en plus, au-delà de ça, pourquoi? Parce qu'on a différentes sortes de plastique. Alors là, comme ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le citer, mais on a différents types de plastique qu'on ne peut pas mélanger quand on cherche à les revaloriser. Malheureusement, je peux vous répondre sur l'explication justement des emballages. C'est les petits numéros qui sont... Oui, c'est les 7, voilà. Les 7 numéros. Voilà, c'est les fameux 7 numéros. Enfin, en fait, j'ai l'impression que la problématique, elle rejoint un petit peu... Enfin, ce qui pose problème aux gens, c'est qu'au niveau de la métro de Grenoble, on a une filière, alors ça va dépendre des communes, mais par exemple, carton-papier qui peuvent être ensemble, voire même mélangés au plastique. Et du coup, c'est pas du tout ces filières-là qu'on a à l'hôpital. Donc en fait, on a un peu deux directives, et ça, c'est assez gênant. Typiquement, là, à l'hôpital, on a carton d'un côté. En fait, la benne papier, il n'y a pas assez de place pour avoir les deux. Donc, en fait, du coup, le papier, on ne pourra jamais le trier parce que, après, au niveau réglementaire, et du coup, ça permet, enfin, on serait obligé de mettre des bennes dans les couloirs, ce qui n'est pas possible. Donc, du coup, on est obligé de limiter nos choix de recyclage parce que du coup, on prend plein de filières différentes de papier, de carton, de plastique numéro 2, de plastique numéro 4. Et du coup, on n'a pas la place qui correspond pour répondre au fur et à mesure, vous avez raison, on n'a pas suffisamment de place. Et ça va être aussi l'objectif de demain avec le nouveau bâtiment. En tout cas, ces filières seront pensées demain parce qu'elles n'ont pas été hier. Pour répondre à votre question sur le papier, on a la filière papier confidentiel, les urnes Beaver. Et d'ailleurs, on fait une grosse information parce que beaucoup de gens utilisent des urnes Beaver papier confidentiel pour le papier classique. Et en pensant que c'est du recyclage et ça nous coûte d'autant plus une fortune. Et pour ce qui est du papier, effectivement, on a l'idée plus tard d'associer, comme vous l'avez annoncé, comme le fait la métro, d'associer le papier et le carton à la même benne. De la même manière que les plastiques et les métaux pourraient être dans la même benne. Mais là, pour l'instant, c'est des pistes de travail, on va y venir en étant encore. Mais en tout cas, c'est les pistes de travail pour demain. Alors typiquement, nous, on n'est pas à Michalon, donc les places, en fait, ça sera restreint sur l'IBP aussi, pensez. C'est ça, effectivement. Voilà. Vraiment repenser, optimiser chacun des espaces de stockage des déchets, et on va au-delà, puisque vous avez des fûts bleus pour tout ce qui est métaux, on essaye un petit peu de placer là où c'est le judicieux. Super. Merci. Hein. À vous, Eric. Ouais. Alors, première question, et qui revenait souvent dans les questions qu'on avait sur la messagerie, c'est quelles actions ont été mises en place afin de réduire la consommation de PC de l'établissement? Qu'est-ce que vous faites des vieilles machines? Alors, je vais vous expliquer tout ça. Je vais commencer aussi par me présenter. Je suis Eric Détré, je suis l'adjoint directeur des services numériques au CHU. Et effectivement, donc, on a un groupe 7, dont Frédéric fait aussi partie, un petit groupe, notamment. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas présentes. 5 ou 6 à travailler sur le sujet. Et donc effectivement, quand on a commencé à travailler avec le groupe 7 sur les impacts du numérique qui sont quand même assez conséquents, comme on sait, et qui sont malheureusement par rapport à nos sujets-là indispensables dans un hôpital, on ne peut plus travailler sans informatique, on ne peut plus travailler sans médecin, on ne peut plus travailler sans infirmière, mais on ne peut plus travailler sans PC, malheureusement c'est comme ça. Donc il y a tout un sujet sur ces parties-là, et un des premiers axes sur lesquels effectivement on a essayé de travailler, vous nous avez posé la question, mais pourquoi on n'éteint pas le PC le soir? Bonne question. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi on ne peignait pas avant le PC le soir? En fait, oui, je vous écoute. Pour gagner du temps demain matin. Alors ça, c'est personnel, mais d'un point de vue professionnel. Il n'y avait pas des remises à jour et des sauvegardes qui se faisaient la nuit? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous le savez, et tout le monde le sait malheureusement, on est de plus en plus attaqué, on est de plus en plus ciblé, et le système d'information est un vecteur et un point sensible des hôpitaux maintenant. Et donc, jusqu'à ce qu'on réfléchisse sur le sujet en incluant l'aspect environnemental, effectivement, on était principalement axé sur les aspects sécurité, et aussi, même si des fois vous n'avez pas forcément l'impression, on fait attention à nos utilisateurs.
Et l'idée, c'était aussi de moins vous impacter sur ces mises à jour nécessaires pour sécuriser le système d'information, et notamment les postes de travail. Et l'idée était de dire on laisse les PC allumés la nuit, les sauvegardes, enfin, les mises à jour des PC se font la nuit et le personnel en répond le matin, pour ceux qui travaillent toujours, évidemment, sont moins impactés par tous ces éléments-là, puisqu'on avait régulièrement des retours comme quoi, bah oui, j'ai pas pu utiliser mon PC, parce que quand il y a une mise à jour, ça ne met pas compte, etc. Je pense qu'on a tous été assujettis à cette problématique-là à un moment ou à un autre. Ceci étant dit, il fallait qu'on fasse quelque chose parce que la consommation électrique, c'est ce que c'est un impact environnemental, c'est un impact financier, c'est aussi bien à prendre en compte malheureusement. Et du coup, on a réfléchi, c'est-à-dire qu'on s'est dit comment on allait pouvoir à la fois répondre à ces différents enjeux, ça vaut moins consommer, donc éteindre des PC une partie sur 24 heures, sécuriser toujours nos PC pour que ça marche, bien évidemment, et pas trop embêter nos utilisateurs. C'était les trois réflexions, les trois axes de réflexion. Donc, ce qui a été décidé, c'était qu'en fait, on allait régulièrement, une fois par mois, il y a des mises à jour qu'on va pouvoir placer, et on va les pousser sur un certain nombre de PC du CHU, et on va demander à la mise aux utilisateurs, voulez-vous faire cette mise à jour-là? Si c'est le moment où vous travaillez, vous pouvez dire non, bien évidemment, c'est logique, mais il y a un moment où il va falloir la faire. Donc ça, c'est sur 7 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, si vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas pu prendre le temps, d'office par contre, au prochain démarrage, l'installation de la mise à jour sera effective. Donc en gros, on a essayé d'allier cette partie-là, et ce qui permet de ce fait de pouvoir éteindre son PC le soir et de gérer finalement en autonomie sa mise à jour le plus possible, tout en maintenant quand même une contrainte de sécurité qui est nécessaire. Voilà donc l'une des points. Et alors, et nos vieilles machines, qu'est-ce qu'on fait du matériel en fin de vie? Alors, le matériel en fin de vie, il faut savoir que globalement, sur le CHU, on a 8000 PC. On a un parc de 8000 PC. Ce parc de 8000 PC, alors ça rejoint aussi les aspects économiques, mais on fait une rotation de tous les 7 ans pour changer de matériel. C'est-à-dire qu'en gros, si vous calculez rapidement, ça fait un changement de 1100 machines à peu près par an. Ces machines, bien évidemment, il y a qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on cible, qu'est-ce qu'on ne peut pas, et puis aussi des aspects confidentiels qu'on n'a pas forcément dans d'autres domaines de travail. Donc, jusqu'à mars de cette année, en fait, on anonymisait nous-mêmes nos disques durs, et puis on envoyait nos PC, on ne les envoyait pas dans la nature, évidemment, on envoyait déjà en tri, et après c'était retraité en voyant ce qu'on pouvait récupérer aussi dans les filières existantes, qui ne sont pas encore hyper performantes pour le Donc, on s'est demandé comment vous pouvez améliorer ça, et puis on a aussi souhaité, parce qu'on en est assez fiers à la DSM, prendre un aspect social dans nos démarches, c'est-à-dire que pas simplement comment recycler, mais pour qui et parfois et pourquoi. Donc on a réussi à refaire des recherches comme ça, et on a mis un partenariat en place avec Emmaüs, qui fait que Emmaüs nous récupère maintenant les machines qu'on envoyait au refus préalablement, alors pas les NAS, mais celles qui sont à peu près fonctionnelles, et on leur transmet, ils les anonymisent les données avec des certificats, un vrai processus de sécurisation à ce niveau-là, et derrière, elles sont remises en place et mises à disposition de personnes qui n'auraient pas pu s'offrir d'ordinateur notamment. Il ne faut pas oublier que la facture numérique, elle existe encore. Et un achat de matériel informatique, ça coûte cher, ça va coûter de plus en plus cher, parce que pour la rareté des matériaux qui sont nécessaires à la fabrication. Donc, malheureusement, ou heureusement, chacun jugera, l'informatique ayant peu de vie. Et toute personne qui n'a pas de quoi faire de l'informatique actuellement est tellement handicapée sur un tas de recherche. Et vu que toutes les démarches sont de plus en plus en ligne, malheureusement, pour l'instant, on n'est pas dans un retour arrière prévu. Au moment de l'achat, est-ce qu'on peut faire des choses? Alors, au moment de l'achat, oui, il y a des choses qui sont d'ailleurs déjà faites. Il faut savoir qu'on est contraint à passer par des groupements de commandes. Ces groupements de commandes, vous le souhaitez, c'est le CIH, c'est l'INHA, c'est le RESA, c'est une grosse centrale d'achat. Et nous sommes obligés, dans le cadre de phare, de passer par ces centrales d'achat. Donc, qu'est-ce qui a été fait sur les aspects informatiques? On négocie des marchés régulièrement. Et dans les contraintes qui sont mises dans le cahier des charges des fournisseurs qui vont postuler au marché, eh bien, on a mis des contraintes de moindre coût énergétique, de
solutions techniques qui minimisent les espaces de stockage, un tas d'éléments. Ça, c'est dans le cadre de l'appel d'offres. Et donc, une fois que l'appel d'offres prestataire est validé, on passe par ces prestataires. Bravo. Alors, les fameuses fiches de paie. En quoi est-ce que c'est mieux par informatique par rapport à du papier? Alors, j'ai entendu la remarque de Hitler tout à l'heure, ça m'a fait sourire et en même temps pas tellement. Mais globalement, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est pas parce qu'on fait attention à l'environnement qu'on peut aussi vivre en dehors de la société. Ça, c'est une réalité. La société, comme je viens de vous dire, elle est de plus en plus numérique. Et on essaye, à l'hôpital et ailleurs d'ailleurs, parce que pas qu'à l'hôpital, d'allier à la fois moins de transport, moins de consommation d'arbres, moins de consommation d'électricité. En fait, on a plein d'injonctions contradictoires. Donc la difficulté, c'est de réussir à faire un mélange de tout ça et de s'en sortir le mieux possible. L'idée, c'est de se dire, ben, on est dans le numérique, c'est l'ère du numérique, c'est comme ça. Je pense que ça diminuera parce qu'à un moment, on n'aura plus le choix, mais pour l'instant, on est là. Et c'est aussi donner de l'avantage à nos agents, simplifier les démarches en interne, parce que les circuits de papier, etc. Alors là, on parle des bulletins de salaire, mais plein d'autres. C'est quand même la première dernière. Parce qu'on doit reconnaître, on doit faire une fiche, je dois faire passer par-ci, par-là, et puis je vais faire du papier, qu'est-ce que tu as fait du papier, etc. Les fiches de salaire, on avait aussi ces problématiques-là, puisque les fiches de salaire étaient bien organisées, mais il y avait quand même des allers-retours. Et effectivement, quand on a eu cette demande de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à enclencher, parce que c'est qu'un début, il y en aura d'autres qui viendront par la suite, la dématérialisation c'est un hôpital, on s'est dit que les fiches de salaire, ça parlait à tout le monde. Et on a réussi à trouver, et on a réussi à trouver un prestataire. Alors, on ne va pas économiser du CO2, mais on ne va pas en construire plus. Donc, à service amélioré, autant aller dans cette direction. C'est pour ça qu'on est allé sur les bulletins dématérialisés. Alors, je ne parle pas des problématiques d'organisation qu'on peut des fois avoir, mais globalement, il faut quand même savoir que sur les rencontres de bulletins de salaire, on a 10 500 agents qui les utilisent sans difficulté majeure. Si on a une difficulté majeure, Vous allez voir la DRH. Oui, au fond. Moi, c'est assez simple. Est-ce que les ordi, il faut les éteindre nous ou est-ce qu'ils s'éteignent automatiquement? Alors, les ordinateurs ne s'éteignent pas automatiquement parce que vous imaginez bien qu'avec 8000 postes, on est incapable de savoir quel est le bon moment pour éteindre les PC. À partir d'une certaine heure, si on communique en disant ouais, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Effectivement, c'est une démarche personnelle parce qu'en fait, il y a aussi des PC qui sont rattachés à des machines, des PC qui sont là pour suivre, il y a de la traçabilité, et nous, on est incapable d'aller à une granulométrie aussi fine pour savoir ce qu'on peut faire. Des PC de secrétariat, par exemple, qui pourraient être mis en veille automatique, en veille prolongée, qui nous permettent un redémarrage qui est quand même assez rapide. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable, peut-être, je ne sais pas. Oui, alors après, c'est aussi compliqué. Alors, il y a des aspects techniques sur la volumétrie, mais c'est des sujets sur lesquels on travaille actuellement aussi. Outre l'ergonomie, effectivement, comme vous avez dit, la fluidité de l'usage et tout ça du numérique, est-ce qu'on a pu évaluer vraiment la consommation par rapport à les retours de serveurs je ne sais pas, on m'avait dit un mail plus ou moins pièce jointe, équivalent de je ne sais pas combien de kilomètres roulés, donc par rapport ensuite c'est les voies, les arbres. Il faut faire un peu attention à ces éléments-là parce qu'ils sont vrais. Alors ils sont quand même adressés à la population d'une manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si effectivement il faut moins stocker, parce que plus on stocke, plus on a besoin d'espace de stockage, donc plus on va avoir besoin de serveurs et plus on va consommer de l'électricité, ce qui va avec. Il faut savoir quand même que quand on envoie une pièce jointe à X utilisateurs au CHU, il n'y a pas autant de pièces jointes que de personnes destinatrices. C'est là où entrent en jeu justement ces fameuses technologies, je vais vous expliquer tout de suite. Ces fameuses technologies qu'on fait dans des fameux cahiers des charges pour ces marchés-là. On a en gros 8 serveurs qui gèrent la messagerie du CHU. Il y a 8 serveurs qui gèrent la messagerie du CHU. Pourquoi il y a 8 serveurs? Parce qu'en fait, ça permet d'équilibrer les charges, pour faire simple. Puis s'il y en a qui tombent en rade, on a moyen de pouvoir l'utiliser. Est-ce que je peux vous proposer à tous les deux de finir la conversation tout à l'heure
Non, pas de souci. Ouais. On va faire la mobilité et puis on. Mais c'est très intéressant et moi je suis intéressée par la question et la réponse. Peut-être juste la transition. Ce qu'il faut avoir en tête, par rapport à la question de monsieur sur les mails, en fait, c'est pas le stockage d'un mail qui fait surtout l'empreinte carbone du mail, c'est le fait de l'envoyer en fait. Voilà. C'est vraiment ça. Vous avez compris que Thierry est un des experts. Et il s'occupe aussi de la mobilité avec Madame Pélissier-Joubert. Alors on a des questions. Dans les questions qui reviennent, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour tous ces gens qui viennent tous les jours, et beaucoup, pour le covoiturage? Alors oui, je me présente comme tout le monde. Donc, je suis Thierry Biazot, je suis responsable administratif et financier à la direction des achats. Et donc, effectivement, je suis copilote du groupe mobilité, ici Joubert, qui est ici d'assistance. Donc pour le covoiturage, on a mis en place un partenariat avec Caros et via le SMAG depuis le début de l'année. Donc Caros, c'est une plateforme de covoiturage, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable et qui permet à chacun de trouver une personne près de chez soi pour covoiturer. Donc il y a toute plateforme, ça veut dire qu'il y a un effet de masse et il faut arriver à avoir un maximum de personnes sur le CHU qui s'inscrivent pour avoir un vrai avantage et trouver la personne. Donc, en parlant d'avantages, en fait, il y a plusieurs avantages que nous procure le partenariat entre Caros et le SMAG. Donc, côté SMAG, en fait, pour le passager, c'est 1 € le coût d'un trajet qui fait moins de 20 km. Et si on est conducteur, ça nous rapporte 2 € par passager. Et les avantages qui sont apportés par Caros, c'est une prime de 100 €, donc, les 50 premiers euros pour le premier covoiturage et les 50 autres pour le 10e covoiturage. En plus de ça, si on est passager, les 10 premiers covoiturages sont offerts. Ça fait beaucoup d'avantages. On peut même rajouter le forfait mobilité durable qui permet en fin d'année, si vous covoiturez et ou si vous venez en vélo, de bénéficier d'une prime qui, selon le nombre de fois, vous avez tout ça dans les communications de la mobilité, mais vous allez toucher 100, 200 ou 300 € en fin d'année. Et pour ce qui est en tout cas des avantages dont je parlais juste avant, Caros communique par exemple sur le fait que pour un agent qui est covoitureur, un conducteur, en moyenne chez eux, ça représente 97 € par mois. Donc c'est très incitatif pour covoiturer. Donc dès le début de notre réflexion sur le covoiturage au CHU, il est apparu que la problématique c'était de mettre le maximum sur la communication. On avait eu un retour dans ce sens-là d'un autre CH qui a eu des difficultés. Donc on fait le maximum effectivement pour prévenir les agents que ça existe, pour leur expliquer tout ce qu'ils ont à y gagner. Donc c'est des mails de la cellule mobilité, c'est des stands de Caros, donc ils sont venus au printemps, ils reviennent demain matin d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, ils sont au Leverport toute la journée. Vous avez eu un mail aussi sur le sujet. Et puis c'est des webinaires, puisqu'il y a eu 2 webinaires cette année, et le deuxième est enregistré et disponible sur la chaîne YouTube du CHU. Donc là, ça fait maintenant à peu près 6 mois qu'on a commencé. Enfin, ça a commencé au mois de mars, l'expérience avec Caros. Donc on a fait un premier bilan avec eux. Donc ça donne quoi? Ça donne qu'il y a 512 professionnels qui se sont inscrits sur la plateforme. Et les 512 professionnels se sont vus distribuer 23 449 €. Je vous laisse faire le calcul, mais ce n'est pas négligeable pour chacun. Il y a eu 6 165 covoiturages réalisés et ça représente 80 652 km de voitures qui ont été évités via ces covoiturages. Alors, ça peut faire beaucoup comme ça. En fait, quand on ramène en tonnes de CO2, ça en fait guère qu'une dizaine, 80 000 km. Et donc, comme disait Anne Kittler tout à l'heure, 10 tonnes de CO2, c'est l'empreinte moyenne d'un Français. C'est à la fois peu et beaucoup. Mais là, c'est le premier pas, hein. C'est vraiment le début sur le sujet. Et puis, il y a plusieurs milliers d'agents qui viennent chaque jour en voiture, en solo. Et donc, il y a un potentiel d'amélioration très important sur le sujet.
Et pour venir aussi en vélo. Et on peut venir en vélo. Dans une ville de vélo, alors qu'est-ce que le CHU propose pour les vélos? Alors le vélo, déjà, effectivement, alors moi je suis vélo-taffeur, donc c'est pas expression, c'est-à-dire que je viens travailler en vélo tous les jours. Et donc, franchement, beaucoup mon témoignage personnel, c'est que c'est vraiment très intéressant, très sympa de venir au CHU en vélo. C'est très bien desservi par les pistes cyclables. Il y a des chrono-vélos qui sont sécurisés. Vous allez plus vite que les voitures parce que vous évitez les bouchons. Ça fait faire de l'exercice. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas la réponse, mon témoignage personnel, c'est que je ne reviendrai pas en arrière. Et on peut dire qu'il y a assez de places de parking maintenant. Alors, et Thierry. C'est un peu souvent ça le hic quand même, c'est de ne pas se faire piquer son vélo une fois qu'on est garé. Oui, alors, en fait, effectivement, lorsqu'on avait fait l'enquête mobilité en 2022, il y en avait des verbatims. Et le premier point qui était revenu sur le sujet, c'était la sécurisation du vélo, de très très loin en fait. Il y avait d'autres sujets comme la possibilité de faire des ateliers de réparation vélo, de pouvoir avoir des équipements à disposition pour pouvoir réparer son vélo ou gonfler les pneus. Mais de très loin, c'était la problématique des vols de vélos. Alors, dans ce cadre-là, ça fait plusieurs années que le CHU met en place des garages fermés, sécurisés. Donc sécurisés, c'est avec des télébadges à l'entrée, des lecteurs de badges pendant l'entrée et des caméras. Et on a mis donc 2 garages récemment à disposition. C'est le garage en dessous du NPT qui fait 176 places. Et d'ailleurs là, pareil, s'il y en a qui sont intéressés, qui ont peur pour leur vélo, il est encore a priori à moitié plein. Donc il y a vraiment moyen d'aller mettre son vélo en sécurité sous le NPT, quitte à faire quelques mètres de plus pour aller travailler. Et il y a un deuxième garage à vélo qui a été ouvert à Voiron et qui fait 20 places. Donc là, on est à peu près on a un peu plus de 400 places dans des garages fermés, sécurisés, qui sont disponibles. Et il faut rajouter encore un peu plus de 1000 places à l'extérieur qui sont sécurisées avec des arceaux. Voilà. Et donc, bien sûr, il y a un autre possible projet de garage et de sécurisation à l'avenir. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'est pas prévu du coup d'augmenter le parking à vélo qui est sous UBP, maintenant que vous avez ouvert NPT? Alors augmenter, je ne sais pas. Après, il y a plusieurs... Il est plein, ouais. Alors après, il y a... C'est vrai, effectivement, sur le vélo, il y a énormément de demandes, en fait. J'aurais pu parler des ateliers de réparation vélo qui sont également très... il y a beaucoup de monde qui y sont intéressés. Il y a un certain nombre de projets. Donc, sous l'IBP, ça en pourrait être un. Il y a côté sud des arceaux rajoutés, qui vont être ajoutés bientôt dans le garage à vélo. Vers le bâtiment Marie-Marvin, il y a un projet de sécurisation, etc. Après, c'est une question d'arbitrage entre tout ça. Et au final, tout sera fait, mais c'est une question de temps. Il y a des questions? Aussi sur celui de l'IBP, il y a eu pas mal d'accidents de travail sur les systèmes de rebondissement. Pour ma part, je me suis pris ce vélo électrique, c'était Ouais. Pour rappeler le vérin qui est très très puissant et quand il ne tient pas fermement, il revient dessus. D'accord. Ça fait travailler les... Oui. Ça fait travailler les chirurgiens orthopédistes sur la tête. À ce point-là? Ah oui. D'accord, ok. Bon, effectivement, dans ce cas-là, il faudra changer de technologie, oui, à minima. Et ils sont faits pour les vélos électriques. Ça va changer, hein. Ah oui. En fait, cette technologie sur les accroches vélos qu'on soulève, finalement, c'est plus du tout adapté parce que les gens viennent de plus en plus en vélo électrique. Donc, c'est des vélos qui sont très lourds à porter et à installer. L'idée, c'était de gagner de la place, je pense, quand ça a été mis en place, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus adapté. Ça casse, c'est lourd. Et du coup, d'ailleurs, dans les nouveaux garages à vélo, vous voyez plus ce genre de système d'accroche. Voilà, donc je pense que l'époque est révolue de ce genre de système. Voilà, il y a les vélos cargo qui arrivent. Enfin, on a besoin de place aussi, et c'est pas des systèmes adaptés pour les vélos en tout cas aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question sur le garage sous l'IBP, effectivement, ça fait partie des arbitrages qu'on fait toutes les années, puisqu'on ne peut pas tout faire tout le temps. On est aussi limité au niveau budgétaire. Et du coup, on priorise. Et dans les priorités, effectivement, le garage dans le parking souterrain sous l'IBP, c'est une des priorités. Oui, il est toujours complet.
Alors oui, il y a envisagé de mettre en place des bornes électriques et je vois Christophe le petit qui sourit parce qu'effectivement on travaille avec lui sur le sujet. C'est sous contrôle de Christophe au premier semestre 2024. Il y a 6 bornes, 6 points de recharge plus exactement pour les agents. Parce que là il existe déjà des bornes de recharge électrique, mais c'est réservé aux véhicules de la flotte du CHU. Mais en premier semestre 2024, il y aura 6 bornes, 6 points de recharge encore une fois qui seront disponibles pour les recharger. Alors, oui, exactement. Des bornes au HCE. Bonjour, je suis Christophe Petit, il était ingénieur à la direction de services techniques. Donc on a prévu avec le partenaire Fiat qui exploite des parkings de commencer à équiper en borne de recharge de voitures électriques. Donc il y aura un point sur le parking du HCE. Il y aura un point plutôt à destination des visiteurs qui sera sur le parking BP d'Halle-Haute. Ça coûte pour les visiteurs, pour les ambulanciers. Et puis un point qui sera le parking de Villard. Il sera équipé aussi juste pour les visiteurs, ça va commencer doucement. On prévoit des grosses alimentations. Au début, on va mettre une borne, 2 bornes, 3 bornes. Il y aura de quoi mettre à chaque fois 12 bornes en fonction du succès. Pour faire face à s'adapter à la. Oui, c'est un projet. Effectivement, des obligations réglementaires, ça impose à nous lorsqu'on rénove les. Et puis, c'est vrai, à plus long terme, on parle chez mon directeur de nouveaux parkings, nos futurs parkings qui sera dans chez mon directeur, sera prééquipé de moins 20% des places en borne électrique, et elles seront installées aussi en fonction de la vente et l'électrification du parc ou des usagers. Dernière question. Tu peux nous dire combien il y a dans la flotte du CHU, justement, quelle est la part électrique de l'émission? Alors, la flotte du CHU, c'est 137 véhicules. On a 107 thermiques, on a 11 électriques et on a 19 fourgons qui étaient jusqu'au mois de mars en GNV, qui sont passés depuis le mois de mars au bio-GNV. Donc le GNV, c'est gaz naturel véhicule, hein, c'est un carburant fait essentiellement à 96% par du méthane. Donc, par contre, à partir de sources fossiles, le bio-GNV, c'est pareil, c'est la même molécule, c'est le même carburant et c'est les mêmes pompes d'ailleurs, sauf que c'est fait à partir de sources renouvelables, de la biomasse, en fait, des déchets en pratique. Donc dans les deux cas, le GNV, le bio-GNV, il y a un avantage qui est qu'on a beaucoup moins de rejets de particules fines, presque plus en fait de rejets de particules fines et moins de rejets d'oxyde d'azote. L'avantage du bio-GNV, donc c'est en plus de ça, on a largement diminué nos émissions de CO2 puisqu'on est passé de 120 grammes de CO2 par kilomètre avec du GNV à 25 grammes, donc divisé quasiment par 5. Et ça nous a fait économiser 56 tonnes de CO2 en année pleine. Parce que là, en fait, on va commencer au mois de mars, on verra 56 tonnes. C'est donc, pour répondre exactement à ta question, c'est 22% en fait de la flotte du CHU qui est verte, donc électrique plus bio GNV. Et donc maintenant, à chaque renouvellement de marché, on se pose la question pour verdir un peu plus les sujets, passer en électrique notamment pour les véhicules particuliers, pour les poids lourds, on va voir ce qui nous est proposé. Alors, on va s'arrêter là pour les présentations. On voulait vous montrer notre mode de fonctionnement. La commission, elle fonctionne comme ça. On est tous ensemble, on a des sujets, on a le droit de poser des questions, et vous voyez bien qu'on apprend au fur et à mesure. Et les initiatives et les envies de chacun sont prises en compte dans ce qu'il est capable de faire aussi dans cette optique. Les décisions, elles ne sont pas unilatérales, et vous avez peut-être compris, on a essayé d'esquisser l'idée, qu'on se repose aussi beaucoup sur l'expérience des autres hôpitaux, mais aussi des autres hôpitaux en Europe, puisqu'on fait partie d'un groupement européen des hôpitaux. Vous êtes tous les bienvenus dans ce groupe, plus on sera nombreux et plus ça ira vite. On peut dire quand même que ça reste un succès, qui avait même étonné les gouvernements, parce que quand il a fallu descendre la facture d'électricité des hôpitaux, enfin, la facture d'électricité en France de manière générale, il avait été émis, comme pour l'empreinte écologique, que le monde de la santé soit une bulle, à qui on ne demande rien, parce que nos conditions étaient déjà très défavorables. Ils ont été très surpris de voir qu'on était capable de faire des économies d'électricité, et du coup s'engagent de manière un peu plus active et péremptoire peut-être dans les décisions, le fait qu'on aille en transition écologique. Par rapport à la formation, le CHU de Grenoble fait
une autre action bien plus péchue, on va dire, que nos ministères, puisque nos ministères, vous l'avez compris, vont être très en retard dans la formation. Globalement, ça va être peut-être les directeurs en 2025 et peut-être les cadres, en tous les cas la PCME. Nous, on a décidé qu'on démarrait un axe de formation qui sera concret et pragmatique. Et donc, on va démarrer avec un crash test. On a créé un axe. Tous ceux qui auront envie de tester la formation, vous êtes les bienvenus aussi. Vous serez nos premiers, et puis vous rejoindrez le groupe des formateurs. Crash test, pas unique, crash test. C'est crash test pour nous, parce que c'est nous qui appréhendons en fait. Et donc il faut que vous vous inscriviez auprès d'Anissé. Et pour venir nous rejoindre, et puis pour... voilà, super, venez.